10 milliards d'euros. Voilà ce que valait Ubisoft en bourse en 2022. C'est un véritable empire qu'a connu cette entreprise. Aujourd'hui, en 2026, cette entreprise va supprimer 1500 postes. Elle ferme des studios en Europe, au Canada. Elle arrête le télétravail, elle impose le retour au bureau dès cette année et ses propres salariés comparent Ubisoft à France Télécom. L'entreprise où 35 salariés se sont suicidés tellement les conditions de travail étaient exécrables. Bonjour, je suis Nicolas, expert comptable et chez Altavis, on accompagne les dirigeants des sociétés de services à mieux piloter leur trésorerie. Et certaines erreurs d'Ubisoft, je les vois parmi mes clients. Alors à plus petite échelle, avec des enjeux différents, mais les mécanismes de management sont les mêmes. Et voilà ce qui est fascinant dans l'histoire d'Ubisoft, c'est que le problème ne vient pas du produit. Les gens y jouent encore, ils aiment les jeux que propose Ubisoft. Assassin's Creed Shadow est sorti il y a tout juste un an et c'est 130 millions de joueurs actifs en 2025 à travers la planète. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ubisoft ne souffre pas à cause de son produit, à cause de ses ventes. Ubisoft souffre à cause du management interne. Et ça, pour vous qui dirigez des entreprises de services, ça devient très intéressant à regarder. Dans cette vidéo, je vais décortiquer le cas unique d'Ubisoft. Comment on est passé d'une valorisation de 10 milliards d'euros il y a 4 ans à des salariés et des syndicats qui comparent la situation d'Ubisoft à celle de France Télécom au moment des suicides. 4 ans, c'est rien. On va comprendre, je vais vous montrer ce qui s'est vraiment passé dans cette entreprise. Et le but, c'est de s'inspirer de cette entreprise pour que vous puissiez avoir des solutions concrètes sur votre organisation. Pour m'aider, merci de liker, partager cette vidéo, de la commenter également. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Plus vous allez participer à cette vidéo, plus je serai visible et mon but est de vous aider dans la gestion de votre entreprise. Allez, c'est parti pour Ubisoft. Alors, avant de parler de la crise et de comprendre pourquoi Ubisoft en est arrivé là, on va retourner un peu dans le passé. Nous sommes en 1986. En Bretagne, 5 frères décident de diversifier l'activité agricole de la famille. Ils se tournent vers un secteur qui est prometteur en 1986, qui est l'informatique. Alors, tout au départ, ils vont seulement distribuer des jeux vidéo. Puis ils vont commencer à en développer. Et puis très vite, ils vont comprendre que entre la distribution et la production, il est nécessaire de détenir les licences qui va représenter une grande partie de la valeur de l'entreprise. C'est normal, quand vous avez la main basse sur un produit, c'est vous qui détenez la valeur sur l'ensemble de l'échelle entre la production et l'attribution notamment. Et puis à partir de cette stratégie qu'ils ont mis en place au début, rappelez-vous, ce qui compte dans votre entreprise, c'est la stratégie. Donc la stratégie était de produire et pas forcément de distribuer, alors qu'au début ils ont commencé par la distribution. Et dans cette production, ils ont créé plusieurs univers qui va s'adresser à plusieurs joueurs au monde. Et vous connaissez sûrement Redmine, Prince of Persia, Assassin's Creed et Just Dance. C'est des franchises, des créations qui vont toucher des millions et des millions de personnes à travers le monde. Donc on est parti de la distribution, ensuite ils sont passés, d'un point de vue stratégique, ils sont passés sur la production, la création d'univers pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et à son apogée, Ubisoft, c'est 18 000 salariés répartis sur les 5 continents. C'est des studios à Montréal, Paris, Tokyo, Barcelone, à travers le monde entier. Ça fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, il y a une valorisation boursière, une valorisation donnée par les marchés financiers en 2022 de 10 milliards d'euros. C'est énorme. C'est une belle boîte qui tourne à plein régime. Et en plus, c'est une entreprise française. C'est génial. C'est une vraie success story française. Parce qu'on le sait, les jeux vidéo, c'est dominé par les Coréens, par la Chine, par les Américains. Et cette petite perle française s'en sort extrêmement bien. Et quelque chose s'est cassé. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Une série d'erreurs s'est accumulée entre 2022 et 2026. C'est pour ça que j'insiste bien sur ça. Ce n'est pas parce que votre entreprise fonctionne bien aujourd'hui, votre entreprise de service fonctionne bien aujourd'hui, que tout ira bien demain. Surtout si, compte tenu de la réussite, vous lâchez du lest. Rappelez-vous, il est préférable de piloter que de subir, même quand ça va bien. Continuez à piloter votre trésorerie. Continuez à piloter vos créances clients. Continuez à piloter surtout votre marge, qui est la mère de votre trésorerie. Alors quand une entreprise traverse une crise de cette ampleur, il y a toujours la tentation de voir quel est le problème de cette entreprise. Le mauvais dirigeant, le mauvais produit, la malchance. Et la réalité est toujours plus complexe. C'est comme les petits ruisseaux font les grandes rivières. Généralement, quand une entreprise va bien, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Quand une entreprise va mal, c'est qu'il y a également plusieurs raisons. C'est pour ça que je vous invite toujours à identifier
les 3 difficultés que vous devez améliorer dans votre entreprise. L'erreur numéro 1, c'est la surexpansion non maîtrisée. Ils sont allés trop vite, beaucoup trop vite. Entre 2015 et 2022, Ubisoft ouvre des studios partout dans le monde. Alors l'idée, elle est intéressante, hein. Plus de studios, plus de visibilité, plus de talent, plus de création de jeux, plus, jusqu'à plus rien. Pourquoi la surexpansion non maîtrisée, c'est un vrai risque pour les entreprises? Parce qu'elle est accompagnée d'une croissance redoutable, d'une croissance très forte. Et si on ne maîtrise pas cette croissance, si on ne maîtrise pas cette marge dans cette surexpansion, ou la trésorerie, c'est les créances qu'on pourrait avoir au cours de cette surexpansion, eh ben on s'expose à des grands risques importants. La complexité, elle n'augmente pas au même rythme que la taille de l'entreprise. Plus vous progressez, plus votre croissance est importante, plus la complexité est exponentielle. La séparation géographique, c'est quelque chose à manager, c'est quelque chose à organiser pour ne pas la subir. Donc imaginez bien, Ubisoft qui entre 2015 et 2022 ouvre un grand nombre de studios à travers le monde, ils ont complexifié de manière beaucoup plus rapide leur entreprise que si cet accroissement venait de la croissance des ventes. Et donc la conséquence à tout ça, c'est que Ubisoft a annulé la création de plusieurs jeux vidéo. En janvier 2026, il y a 3 ou 4 mois, ils ont annulé 6 jeux vidéo qui devaient sortir. Il y avait notamment le remake de Prince of Persia, grand jeu d'Ubisoft, très connu, et attendu depuis plusieurs années. Donc on voit bien que c'est pas une question de talent, c'est vraiment une question d'organisation. Et leur organisation, en fait, ne permettait plus de finir ce qu'ils avaient commencé. Trop répartis, les décisions étaient trop réparties, trop de discussions, trop de réunions. Ils ont annulé 6 jeux. Donc le coût, c'est le temps passé déjà à réfléchir pour ces 6 jeux. Le coût, il devait être énorme sur ces réunions qui n'ont rien donné in fine. Et puis, donc, il y a le coût de ces 6 jeux qui ont été annulés, l'absence de chiffre d'affaires parce que ces 6 jeux ne sont pas sortis, et l'image, elle est catastrophique pour les clients. Dans un secteur, en plus, où la concurrence, elle est extrêmement rude. Et dans mon accompagnement de dirigeants, je vois ça quand même assez régulièrement, notamment les entreprises qui commencent à éprouver des difficultés. Ça part un peu dans tous les sens, on essaie de faire ci, de faire ça, de faire machin, et en fait, ça donne rien. Ça donne rien parce que c'est le sauf qui peut, c'est j'essaye de faire quelque chose pour pas trop penser et essayer de me sortir de la situation, mais ça ne répond pas en fait à une stratégie. Il faut d'abord définir la stratégie, même quand ça va pas bien. Il faut définir la stratégie pour ensuite prendre des actions. Donc attention à la surexpansion, à la croissance non maîtrisée. La deuxième erreur d'Ubisoft, c'est une culture managériale inexistante. Et celle-là, elle est très difficile à entendre pour les dirigeants d'entreprise. Parce qu'elle touche à quelque chose d'intime. Elle touche à la culture d'entreprise que vous souhaitez instaurer. Et en fait, cette culture d'entreprise, elle vous renvoie à vous. Et là, ça va même plus loin. On est sur du pénal chez Ubisoft. En 2025, il y a plusieurs dirigeants qui ont été condamnés pénalement sur des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de tentative d'agression sexuelle. Il y a eu des peines de prison avec sursis, des amendes. Tout ceci n'est pas anodin. Le dirigeant, il a une culture d'entreprise qui doit reposer sur son équipe rapprochée, sa garde rapprochée. Mais au-delà du scandale, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ce que ça révèle de la gouvernance interne d'Ubisoft. Comment des comportements aussi graves qui n'ont pas dû passer inaperçus peuvent-ils se perpétuer pendant des années? Pendant des années, dans une entreprise dont l'activité est une activité d'innovation, de créativité. Et la réponse, c'est très souvent la même. Quand la performance à court terme prime sur le reste, quand on protège les performeurs plutôt que les valeurs, la culture d'entreprise, elle se pourrit par le haut. Et les salariés le sentent avant que les dirigeants, les hauts dirigeants le voient, le perçoivent même. Et c'est pour ça qu'en octobre 2024, il y a plus de 700 salariés d'Ubisoft qui se sont mis en grève. Ça a été la plus grosse grève de l'histoire du jeu vidéo. La troisième erreur, c'est le virage d'intelligence artificielle qui a été très mal géré. Et c'est une erreur qui est quand même assez actuelle. L'IA est quelque chose de nouveau et on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'heure actuelle sur l'IA. En avril 2026, des articles sont en train de sortir aux États-Unis montrant le surcoût des employés
pour corriger les erreurs de l'intelligence artificielle. Ubisoft a décidé d'intégrer massivement l'IA générative dans tous ses process. Sur le fond, l'idée est bonne. Bien sûr que toutes les entreprises vont aller dans cette direction-là. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un peu comme la surexpansion non maîtrisée. Si on part dans tous les sens et qu'on ne structure pas, on n'a pas des process, l'IA va vous tuer. Pas à cause de la concurrence, mais parce que vous l'aurez mal utilisé, vous n'aurez pas formé vos salariés. L'IA va révolutionner le jeu vidéo. Et sur la forme, c'est ce que je vous disais, ça va coincer et ça a coincé. Concrètement et de manière très brutale, Ubisoft a mis à jour ses fiches de poste en incluant la maîtrise d'outils d'intelligence artificielle, je dirais même l'exigence de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Ils ont intégré l'IA dans les pipelines de production et ils ont même lancé des prototypes internes, plusieurs en même temps, comme Teammates ou encore Neo NPC. Et tout ça, comme je vous le disais, sans vraiment l'expliquer aux équipes, sans les former à l'utilisation de ces projets, sans dire ce que ça allait changer pour elles, sans dialogue, sans formation, sans vision partagée. C'est quoi cette culture d'entreprise? La formation, la communication, c'est des éléments piliers à tout changement d'entreprise, même sans parler de l'IA. Dès que vous voulez changer quelque chose au sein de votre entreprise, il faut communiquer, former, pour que les gens puissent adhérer et accepter ces évolutions. Alors, les dirigeants d'Ubisoft ont compris qu'il y avait des difficultés. Ils ont tenté des solutions. Et face à toutes ces difficultés, la direction d'Ubisoft a mis en place un plan massif de restructuration. Alors, je vais vous le présenter. Il y a des idées qui sont plutôt bonnes, d'autres qui interrogent vraiment sur l'intérêt de la transformation envisagée, de solutions tentées. Le premier mouvement stratégique, c'est l'alliance avec Tencent. Ubisoft, ils ont créé une filiale baptisée Vantage Studio. Dans cette filiale, ils ont transféré 3 franchises les plus rentables: Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Ils l'ont fait avec le chinois Tencent qui a investi 1,16 milliard pour 25% du capital. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le fait qu'ils aient levé cet argent-là grâce à la création d'une filiale avec le chinois, ça leur a permis de régler en partie le problème de la dette. Avant cette opération, Ubisoft, ils avaient 985, presque 1 milliard d'euros de dette. Donc les 1,16 milliards du chinois Tencent sont bienvenus pour résorber la dette. Ça leur a permis de respirer financièrement. Après, l'intérêt, c'est de pouvoir isoler les actifs qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, les actifs rentables de ceux qui ne sont pas rentables. Le fait d'isoler les actifs rentables, même avec un nouveau partenaire à hauteur de 25% du capital, ça permet quand même de les protéger face aux actifs qui sont peu rentables et qui, eux, portent les difficultés financières du groupe. Mais cette décision, elle est mi-figue mi-raisin. Elle a aussi un revers. Tencent, c'est une entreprise chinoise. C'est un concurrent. Et en fait, vous venez d'ouvrir votre capital à un concurrent à hauteur de 25%. Le pourcentage n'est pas anodin. Le pourcentage pour le chinois permet de bloquer une partie des décisions de gestion d'Ubisoft. La deuxième action, c'est la création des Creative House. Alors c'est assez récent, ça date de janvier 2026, et je vous mets à l'image l'organigramme. Alors c'est la refonte la plus profonde que peut faire Ubisoft. Ubisoft, à travers cette option, décide de passer d'une organisation centralisée à une organisation décentralisée sur 5 piliers. 5 unités autonomes qu'ils ont appelées les Creative House. Chacune est spécialisée sur un type de jeu. Chacune a sa propre direction et chacune gère de façon indépendante son développement, ses finances, sa distribution. En clair, on transforme un grand groupe complexifié par les réunions, on l'a vu tout à l'heure sur la surexpansion non maîtrisée. J'ai des difficultés à prendre des décisions parce qu'il y a trop de réunions, parce que les gens discutent, parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'il n'y a rien. Donc je prends ce grand groupe complexe que je divise en 5 entreprises de taille peut-être un peu plus humaine, même si elles restent juridiquement sous le même toit d'Ubisoft. Et dans l'esprit, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Une boîte grandit, elle centralise tout pour assurer, maintenir une certaine qualité de ses prestations, mais elle finit par étouffer la créativité et surtout la réactivité terrain. En fait, plus une entreprise est grosse, plus une entreprise est grande, plus la réactivité est compliquée. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir des unités plus petites que d'avoir un grand groupe. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais important cette fois-ci, décentraliser sans maintenir un pilotage financier rigoureux,
c'est créer 5 petits problèmes ou 5 problèmes inférieurs à un grand problème. Donc vous, chef d'entreprise, pour éviter de travailler 70 heures par semaine, vous allez déléguer vos tâches, par exemple, sur 5 salariés. Mais si vous ne pilotez pas ces 5 salariés, si vous ne communiquez pas avec eux, si vous ne les formez pas, ça ne sert à rien. Vous allez créer 5 problèmes au lieu d'un seul. Et donc la question pour Ubisoft, mais aussi la question pour vous, quels sont les indicateurs à suivre? Quel reporting vers la maison mère ou vous, dirigeant d'entreprise? Et comment surtout s'assurer que les 5 Creative House ne refont pas les mêmes erreurs que le grand groupe? C'est un vrai défi opérationnel pour les 24 prochains mois d'Ubisoft et je vais suivre ça de près parce que, à mon avis, ça va être très intéressant. Le troisième acte, c'est la réduction des coûts. Vous voyez, la réduction des coûts, elle vient après. Je dis toujours, la trésorerie, quelle que soit la société, quel que soit un groupe important, que ce soit une entreprise de taille beaucoup plus humaine, la trésorerie, elle dépend de 2 choses. Elle dépend de votre rentabilité et elle dépend du décalage de paiement de vos clients et de paiement des emprunts et de vos fournisseurs. Regardez ce qu'a fait Ubisoft, c'est hyper intéressant. Ils ont commencé par régler le problème de la dette. En faisant quoi? En obtenant une rentrée de trésorerie exceptionnelle, quitte à donner 25% du patrimoine à un concurrent chinois dans un contexte géopolitique difficile. Donc la première des choses, ils ont désendetté. Donc ils ont réglé un peu le problème de l'emprunt et le problème de quand est-ce que le client me paye. Ensuite, ils ont créé 5 Creative House. Ça leur permet quoi? Ça leur permet de gérer à taille humaine des situations, mais surtout de pouvoir regarder par Creative House celle qui est plus rentable, celle qui est moins rentable. Donc ils ont géré leur marge en faisant ça. Et donc le troisième point, la réduction des coûts. Vous savez, les frais qu'on a l'habitude de dépenser, les assurances, les frais bancaires, etc. Ça vient pas tout de suite quand on redresse une boîte. Quand on redresse une boîte, c'est d'abord la trésorerie sur les clients, sur les emprunts, sur mon endettement, d'une manière générale. Après, c'est ma marge. Ma réduction de coûts, c'est que la troisième étape. Et je vois tellement de clients, tellement de chefs d'entreprise, quand ça va pas, d'attaquer directement la réduction de coûts. Je vous promets, je vous garantis que vous allez gagner plus d'argent si vous gérez votre marge, si vous cherchez au quotidien à l'améliorer, plutôt que de réduire un peu l'assurance, un peu les honoraires, un peu les frais bancaires, un peu le loyer. Toujours est-il que Ubisoft a lancé un plan de réduction de coûts évalué à 500 millions d'euros. Il faut couper dans les coûts rapidement, utilement, intelligemment. L'objectif, c'est de réduire de 500 millions d'euros d'ici 2028. Alors 500 millions, ça paraît beaucoup, mais comme ils font plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même 20% du chiffre d'affaires. Ils ont commencé à fermer des studios, ils ont restructuré certains studios, ils ont supprimé des postes et ils ont imposé le retour au présentiel. Et le retour au présentiel, je vois pas comment ça peut leur faire économiser des sous. Ce dernier point, il est quand même crucial. Le point du télétravail, il est quand même crucial. Et en fait, les syndicats, ils ont une lecture assez précise de cette décision. C'est pas forcément le fait de revenir en présentiel qui est recherché par Ubisoft. C'est de voir les salariés qui vont partir parce que ils n'ont plus le télétravail. Il y en a qui vont partir d'eux-mêmes, ils vont faire des démissions, d'autres qui vont chercher des ruptures conventionnelles, mais tout ça leur permet d'éviter le coût d'un plan social globalisé, mais surtout le coût de l'image que cela peut se représenter. Alors soyons maintenant honnêtes sur les résultats. Pas de catastrophisme, pas de triomphalisme, que des faits. Sur le dernier bilan, on voit qu'il y a une baisse de 20% du chiffre d'affaires. Sur le troisième trimestre de l'exercice 2025-2026, Ubisoft a réalisé 338 millions d'euros de net bookings, soit une hausse de 12% sur un an. Assassin's Creed Shadow, malgré le report, a été très bien accueilli par les joueurs et par la critique. Il y a déjà plus de 5 millions de joueurs uniques depuis son lancement. Et la base d'utilisateurs reste massive, il y a 130 millions d'utilisateurs en 2025 sur Ubisoft. Et le désendettement avance, comme on a pu le voir notamment avec la sortie de plusieurs jeux dans une filiale avec le chinois Tencent. Et la trésorerie consolidée est attendue entre 1,25 et 1,35 milliards d'euros à fin mars 2026. Donc déjà, ces chiffres, elles montrent quelque chose. L'entreprise, elle est appréciée par ses joueurs et les franchises, les licences, elles pèsent dans le jeu vidéo. Les joueurs, ils ne sont pas partis malgré les relances, malgré les aléas, malgré le contexte de l'entreprise. Ils attendent juste, les joueurs, qu'on leur donne de bons jeux. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais, le problème d'Ubisoft, c'est pas les jeux, c'est le management, l'organisation, le pilotage. Ce qui reste difficile, c'est que la transformation, ça a un coût. On fait pas des économies tout de suite quand on décide de quelque chose. Et on voit bien que ce qui compte pour une entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge réelle. Ubisoft, malgré les actions, malgré les transformations, il prévoit une perte d'1 milliard d'euros sur l'exercice 2025-2026. Et sur ce milliard d'euros, 60
65%, donc 650 millions d'euros, provient de provisions de jeux annulés. Le reste au coût de restructuration. Et surtout, socialement, la tension reste très vive. La grève de 3 jours en février 2026 montre bien que les salariés n'ont pas confiance encore dans leur équipe de dirigeants. Est-ce que Ubisoft va s'en sortir un jour? Et donc pour vous, chef d'entreprise, je vous propose les 4 leçons à retenir d'Ubisoft pour votre entreprise. C'est la partie qui m'importe le plus dans cette vidéo de pouvoir vous aider. Parce que Ubisoft, pour le coup, là c'est un vrai cas d'école. Et dans mon accompagnement de plus de 300 chefs d'entreprise, je remarque et je retrouve parfois certaines mécaniques. Alors pas à la même échelle, pas sur les mêmes dynamiques et surtout pas sur le pénal. Voici ce que je retiens du cas d'Ubisoft. La croissance sans structure, c'est de la dette cachée. Rappelez-vous, ils ont fait une surexpansion non maîtrisée et ça a généré des dettes. À cause de ça, ils ont dû vendre 25% du groupe à un concurrent chinois. Alors c'était sûrement génial à l'époque quand Ubisoft ouvrait des studios un peu partout dans le monde. Tout le monde applaudissait, les joueurs, les salariés, la bourse, tout le monde était content que Ubisoft ouvre plein de sites à travers le monde. Mais personne n'a estimé la dette d'organisation qui s'accumulait, même pas la bourse. Et voilà la règle que j'applique chez mes clients quand ils me posent la question. Avant d'ouvrir un nouveau service, un nouveau site, une nouvelle offre, posez-vous la question, est-ce que votre organisation actuelle peut absorber cette évolution? Pas en théorie, en pratique. Et la meilleure méthode pour pouvoir répondre à cette question, faites un prévisionnel sur 3 ans. Deuxième leçon, je dirais peut-être même c'est la plus importante, la culture d'entreprise est un véritable actif de votre entreprise. C'est la leçon la plus sous-estimée des dirigeants que je rencontre. Pourtant, vous êtes souvent en train de me dire « Ah Nicolas, le plus compliqué, c'est le management. » Mais c'est là où vous faites votre force si vous réussissez. Si vous imprégnez votre entreprise de votre culture, c'est là où vous allez réussir. On parle beaucoup de culture d'entreprise dans les conférences. On en parle peu dans les réunions de pilotage. Et pourtant, chez Ubisoft, la dégradation de la culture d'entreprise a eu un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise. Des talents qui partent, des équipes en grève et une réputation employeur complètement dégradée. Dans les entreprises de services, encore plus dans les jeux vidéo, mais dans les entreprises de services, vos collaborateurs sont votre produit. Il y a une expression comme ça qui existe, je ne sais plus de qui elle est. Occupe-toi de tes collaborateurs, ils s'occuperont de ton business. Rappelez-vous de ça. Parce que si vos meilleurs éléments y partent, votre qualité, elle baisse. Et si votre qualité, elle baisse, vos clients y partent. C'est aussi simple que ça. Donc la question concrète à vous poser sur la culture d'entreprise, si vous devez faire un sondage auprès de vos salariés demain matin ou même tout de suite, est-ce que vos salariés diraient qu'ils se sentent respectés ? Qu'ils ont confiance dans la direction, qu'ils se sentent soutenus dans leur action et qu'ils voient surtout un avenir dans votre entreprise? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, c'est déjà une réponse. La leçon numéro 3, et ça peut vous concerner à l'heure actuelle, le virage de l'IA se pilote. Comme tout, il ne s'impose pas. Celui-là, je veux y passer du temps. Parce que c'est le sujet 2025-2026. C'est le sujet pour plein d'entreprises et surtout pour la quasi-totalité de mes clients. Et je l'ai toujours dit. Ce n'est pas l'outil qui fait la stratégie. Les outils dont fait partie l'IA doivent servir la stratégie. Et on le voit d'ailleurs, Ubisoft, ils sont partis sur l'IA, ils n'ont pas pensé à la stratégie, ils n'ont pas pensé à la communication, ils n'ont pas pensé à la formation, ils sont allés dans le mur. Mais l'IA, ce n'est pas une décision technique, c'est une décision managériale. Parce que l'IA reste un outil. Et si le salarié n'est pas à l'aise avec l'outil, comment voulez-vous que ça fonctionne? Parce qu'elle touche directement à l'identité des gens, à la perception des gens, aux capacités d'évolution des gens. Un artiste qui a passé 15 ans de sa vie à maîtriser la modélisation 3D, quand vous lui dites que demain un outil fera son travail en 2 minutes, je pense que humainement déjà c'est pas acceptable. Parce que lui il va pas entendre une bonne nouvelle, ça va être clairement une menace pour lui. Je pense qu'il va stresser, mais ça vous faites comme vous voulez. Et pour l'IA, voici la méthode que je recommande à mes clients. Expliquez déjà le pourquoi avant le comment. Ne dites pas « on va utiliser l'IA », mais plutôt « par rapport au marché, par rapport aux clients, on a besoin d'aller plus vite ». Et voilà comment l'IA va vous aider à aller plus vite pour répondre à votre envie de bien maîtriser votre métier et à la réponse aux clients que vous pouvez faire. Deuxièmement, formez avant d'exiger, mais formez gentiment, doucement, sur des aspects que tout le monde comprend, sur des aspects de la vie personnelle par exemple. Ne mettez pas dans vos fiches de poste « maîtrise de l'IA requise ». C'est hyper stressant. Montrez que l'IA augmente le salarié et ne le remplace pas. Le but c'est ça. Le but c'est que l'IA permette de générer du temps pour que le salarié puisse réaliser des tâches à forte valeur ajoutée. Documenter ses actions au niveau de l'IA
partagez-les tous ensemble, créez des ambassadeurs de l'IA. Moi par exemple sur l'utilisation des outils au sein de mon cabinet, quand j'ai un salarié qui a trouvé une petite astuce, on enregistre une vidéo qu'on met à disposition à l'ensemble des salariés. Leçon numéro 4, c'est l'autonomie sans pilotage. L'autonomie sans pilotage, c'est de l'abandon de la gestion de votre entreprise. La création des Creative House chez Ubisoft, je pense vraiment que c'est une bonne idée. Donner de l'autonomie aux équipes, de les rapprocher du terrain, c'est exactement la méthode que je prône au sein de mes clients. L'autonomie, elle doit s'accompagner d'un pilotage renforcé, pas allégé. La confiance n'évite pas le contrôle, n'oubliez pas ça, la confiance n'évite pas le contrôle. Quand vous décentralisez, vous avez besoin de plus d'indicateurs, pas de moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez moins de visibilité directe sur ce qui se passe au quotidien, vous avez moins de ressenti terrain, et donc vous avez besoin d'un vrai pilotage. Et je vois beaucoup de clients, de chefs d'entreprise qui délèguent sans structurer cette délégation. Déléguer, c'est quoi ? C'est donner la décision et garder la visibilité sur les résultats. C'est la différence entre l'autonomie et l'abandon. Voilà ce que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui à travers le cas d'école d'Ubisoft. Une entreprise, elle n'est jamais en crise à cause de mauvais produits. Il y a forcément d'autres éléments. Elle est en crise quand l'organisation, elle n'est plus alignée avec les ambitions, avec la culture d'entreprise, avec les gens, avec le côté humain. Quand la culture est dégradée en silence, quand les transformations sont imposées sans formation. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Est-ce que vous reconnaissez dans certaines de ces erreurs, dans l'absence de formation, une délégation qui n'est pas structurée ou une expansion trop importante? Est-ce que votre organisation est suffisamment structurée pour absorber la croissance? Est-ce que vos équipes vous font confiance? Est-ce que vous pilotez votre entreprise avec des indicateurs et si possible des bons indicateurs? Si vous avez des doutes sur l'une des questions, c'est exactement le type de travail qu'on réalise chez Altavis. Le lien pour un diagnostic offert est en description de la vidéo. Ça prend que 30 minutes et ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager à un autre dirigeant, ça m'aide vraiment pour être référencé par YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. À bientôt.